Le webinaire. Donc bonjour, bienvenue à ce quatrième webinaire du cycle de webinaires dédié au zéro artificialisation nette, qui est co-organisé par la DCF, l'Assemblée des communautés de France et le CNFPT. Donc ce quatrième webinaire portera sur le ZAN et l'approche écologique des sols. Et il sera animé donc par Oriane Sébil, conseillère environnement de la DCF, et moi-même, Elisabeth Offray, je suis responsable du pôle de compétences paysage et biodiversité au CNFPT. Alors, quelques mots sur l'organisation du webinaire. Donc, le webinaire va durer 1 heure. Il comprendra une quarantaine de minutes de présentation et un temps d'échange avec nos intervenants. Donc, vous pouvez poser vos questions dans le petit module conversation en bas à droite de votre écran et on posera vos questions à l'issue des deux présentations de nos intervenants. Alors, le webinaire sera enregistré et l'enregistrement sera disponible sur l'AE-Communauté Urbanisme et Aménagement et sur le site internet aussi également de la DCF. Voilà, je laisse la parole à Oriane Sébil. Bonjour à tous. Donc, pourquoi aborder spécifiquement la question des sols? Nous avions vu dans le cadre du webinaire sur la loi climat et résilience que l'artificialisation est définie comme l'altération durable de tout ou partie des fonctions écologiques d'un sol, en particulier de ses fonctions biologiques, hydriques et climatiques, ainsi que de son potentiel agronomique, par son occupation et son usage. On voit que le suivi de l'artificialisation nécessitera de prendre en compte les fonctionnalités des sols dans la planification. Des projets sont en cours pour aider à cette prise en compte des fonctions des sols, mais il nous semble qu'en effet, au niveau local, il y a encore beaucoup à faire. Et d'ailleurs, nous souhaitions vous poser une question à ce sujet, si le sondage peut être lancé. Alors, il ne devrait pas tarder. Voilà, vous avez ce n'est pas le bon, je pense. On va tendre le... Voilà. La question qu'on vous pose, c'est intégrez-vous des critères de qualité des sols lors de l'élaboration des documents d'urbanisme et de vos stratégies foncières? Nous vous invitons à cliquer sur la modalité qui correspond oui ou alors non pour différentes raisons. Manque de données, manque de compétences techniques, absence de volonté politique, non mais c'est un projet, ou alors vous ne savez pas si en effet il y a des critères de qualité des sols ou non dans les documents. Alors, pour échanger sur ce sujet, nous accueillons aujourd'hui 2 experts. Isabelle Fex, expert national sol à l'ADEME, qui parlera en effet des sols et des fonctions qu'ils peuvent avoir. Et Thomas Renoules, délégué général de l'UPGE, qui abordera plus spécifiquement les outils du génie écologique pour prendre en compte les sols. Alors, donc un certain nombre d'entre vous ont déjà répondu en effet. Donc je vous propose en effet de passer à la première intervention. Madame Fex, si vous souhaitez débuter. Bonjour à tous, je m'appelle donc Isabelle Fex, je suis experte nationale sol à l'ADEME, l'Agence de la transition écologique. Le CNFPT et la DCF m'ont chargé de vous parler des sols au sens, entre guillemets, écologique, ou plus exactement pédologique, je dirais, du terme. Alors, je commencerai par vous expliquer ce que c'est d'abord un sol. Si je peux me permettre la comparaison, le sol est l'épiderme de notre planète. C'est très fin et pourtant c'est essentiel. C'est habité par des organismes vivants et c'est le lieu d'innombrables échanges. Situé entre la roche et l'atmosphère et d'une épaisseur pouvant aller de quelques centimètres à quelques mètres, il est la couche superficielle meuble de la croûte terrestre. Il est composé de particules minérales, de matière organique, d'eau, d'air et d'organismes vivants. Enfin, il est organisé en couches différenciées, comme on peut le voir sur cette photo. En bas, couleur crème, c'est la roche-mère, calcaire ici. Au-dessus se trouvent les couches du sol, appelées horizons, de couleur de plus en plus sombre en allant vers la surface, car de plus en plus riche en matière organique.
Le sol se forme à partir de la décomposition des résidus végétaux et de l'altération des roches sous l'action de l'eau, de l'air, du climat et des organismes vivants, comme on peut le voir sur ce schéma. Au départ, on a seulement la roche, ici, qui va se fissurer et s'altérer sous l'action de l'eau, de la chaleur et des cycles de gel-dégel. Selon la roche, certains minéraux peuvent disparaître et d'autres se néoformer comme des argiles. Des micro-organismes et des végétaux de petite taille vont alors s'installer en surface et en mourront vont laisser de la matière organique. La roche va continuer à s'altérer de plus en plus profondément sous la double action du climat et des acides organiques libérés par la matière organique. Des végétaux de plus en plus hauts vont pouvoir se développer au fur et à mesure de l'approfondissement du sol et les différents horizons vont se différencier. Et c'est un processus qui continue en fait, c'est jamais complètement terminé. Il faut environ de 200 à plusieurs milliers d'années pour former une hauteur de sol d'1 centimètre. Quand on sait qu'un sol fait 1 mètre à 3 mètres, vous imaginez le nombre d'années qu'il faut. Le sol n'est donc pas une ressource renouvelable à l'échelle d'une génération humaine. Selon la roche-mère, selon le climat et selon les pratiques humaines, les sols seront très divers. Ils seront plus ou moins profonds, de couleurs variées, avec des horizons plus ou moins distincts, voire parfois inexistants, enfin juste 1 ou 2 horizons, et ils auront des compositions et donc des caractéristiques et des qualités très diverses. Vous pouvez le constater sur ces photos, où je vous ai mis aussi bien des sols naturels, des sols cultivés, que des sols urbains ou industriels. L'hétérogénéité des sols se retrouve aussi à l'échelle du paysage, comme dans cet exemple en plaine viticole du Languedoc, où les sols sont différents selon la roche-mère, bien évidemment, mais aussi selon leur emplacement dans le paysage. Que ce soit sur le plateau, les terrassettes, le glacis ou en bas de vallée, vous voyez bien que les sols, qui sont en marron clair là, sont différents, ce ne sont pas les mêmes. Grossièrement, on dénombre 110 types de sols en France que l'on peut regrouper en une vingtaine de grandes familles, comme ici sur la carte pédologique de la France. On a aussi des cartes plus précises au 250 millième, voire au 10 millième, au 50 millième ou plus fin. Maintenant que vous savez ce que c'est qu'un sol, abordons les fonctions et les services qu'ils assurent. Commençons par les fonctions. Les fonctions écologiques correspondent aux processus physiques, chimiques et biologiques naturels de fonctionnement et de maintien des écosystèmes. On est ici dans une approche nature ou écologique centrée. Les sols assurent de nombreuses fonctions écologiques. Ils sont le support physique stable pour la végétation terrestre et l'habitat pour la faune et la microflore, du sol en tout cas. Ils stockent, recyclent et transforment les éléments nutritifs et la matière organique. Ils régulent les phytos et les zoopathogènes. Ils font office de filtre et de tampon des contaminants vis-à-vis de leur transfert vers les plantes, les animaux et l'eau. Ils retiennent l'eau dans les paysages, les particules et les colloïdes dans les écosystèmes et ils régulent les flux d'eau. Ils contribuent à la régulation de la température globale, des précipitations et autres processus climatiques influencés par la biologie et régulent enfin la composition chimique de l'atmosphère. Continuons avec les services. Les services écosystémiques correspondent aux multiples avantages que les sociétés humaines, pour leur bien-être, retirent de tout écosystème. On est ici dans une approche humaine, centrée. Les sols rendent de nombreux services écosystémiques, des services d'approvisionnement ou de régulation de l'environnement, des services de support, des services culturels et à la base de ces services, des services d'auto-entretien de l'écosystème. Les services d'approvisionnement sont nombreux, puisque les sols fournissent des matériaux variés comme l'argile, la tourbe et les matériaux terreux, pour fabriquer des matériaux de construction, pour la poterie ou pour l'horticulture. Les sols sont le réservoir d'organismes et de gènes pour l'industrie, qu'elle soit pharmaceutique, phytosanitaire, pour la biodépollution, la bioextraction de métaux ou les bioraffineries.
Par exemple, plus de 70% des antibiotiques proviennent de micro-organismes du sol. Les sols, support de l'agriculture et de la sylviculture, participent à la production d'aliments, végétaux et animaux, mais aussi de matériaux de construction comme le bois, de fibres comme le papier ou la laine, de bioénergie comme les biocarburants ou le bois de chauffage. Les services de régulation de l'environnement sont très divers aussi. Les sols régulent les crues et les inondations et participent à la gestion des eaux de ruissellement urbaines. En stockant l'eau durant les périodes pluvieuses et en la restituant aux plantes pendant les périodes sèches, ils participent à l'adaptation des secteurs agricoles et sylvicoles au changement climatique. Ils stockent du carbone et contribuent ainsi à l'atténuation du changement climatique. Ils participent à l'épuration des eaux domestiques dans l'assainissement autonome, à la gestion des déchets et effluents lorsqu'ils sont épandus. Ils participent également à la protection des captages d'eau potable. Ils participent avec la végétation à la régulation thermique des villes et des bâtiments. Ici, sur cette carte des températures de Paris lors d'un épisode caniculaire, on voit bien apparaître à l'est et à l'ouest de Paris les grands parcs urbains en vert, c'est-à-dire avec des températures plus fraîches, que dans les parties imperméabilisées de Paris en rouge, beaucoup plus chaudes. Dans le cadre de la géothermie superficielle horizontale avec pompe à chaleur, c'est le sol qui fournit les calories pour chauffer la maison. Ensuite, même si c'est très anecdotique, les sols peuvent participer à l'épuration de l'air, comme ici ce mur végétalisé dans la gare de Magenta à Paris, et ils peuvent également participer à l'isolation phonique des routes, comme ici dans un merlon anti-bruit. En fait, c'est plus le sol que la végétation dans le merlon qui participe à l'isolation phonique. Enfin, les sols sont les supports des activités humaines, supports des constructions comme les bâtiments, supports des réseaux souterrains et des énergies renouvelables comme les parcs photovoltaïques au sol. Les sols sont également le support d'activités récréatives et culturelles comme les parcs urbains et les stades de sport en plein air. Ils permettent la mise en valeur de notre patrimoine architectural et ils sont des éléments du paysage. Enfin, les sols constituent des mémoires archéologiques, voire paléontologiques. Je poursuis ma présentation en vous indiquant les enjeux portés par les sols et les dégradations qu'ils subissent. Les sols sont au cœur d'enjeux essentiels pour la planète. Tout d'abord, ils sont indispensables pour la sécurité alimentaire. En effet, 95% des aliments sont produits directement ou indirectement grâce au sol dans le monde. Ce qu'il y a dans les océans et les rivières, c'est rien, c'est 5%. Et les sols seront encore plus sollicités puisqu'à l'horizon 2050, la population mondiale sera de 9 milliards d'habitants et qu'il faudra augmenter la production agricole d'aliments de 60%, tandis que seuls environ 13% des sols sont fertiles dans le monde. Vous imaginez la pression qu'il va y avoir, qui va être de plus en plus forte. Les sols sont indispensables pour la préservation de la biodiversité, non seulement car le sol est le support des écosystèmes terrestres, mais aussi que le sol renferme de la biodiversité. Ainsi, c'est plus de 25% des espèces vivantes de la planète qui vivent dans les sols. Les sols sont essentiels pour la lutte contre le changement climatique, tout simplement parce qu'ils constituent le troisième réservoir de carbone de la planète. Diminuer de 4 pour 1000 la teneur en matière organique du sol, et c'est vite fait, hein, vu les pratiques culturelles, vu tout ce qui est fait actuellement, et vous doublez les émissions de gaz à effet de serre dues aux activités humaines. Alors déjà qu'on est dans une urgence climatique, mais là, ça va être encore pire. Les sols sont indispensables aussi pour remplacer les énergies fossiles qui vont s'épuiser. Aujourd'hui, 54% des énergies renouvelables biosourcées dépendent du sol en France et cette part devrait augmenter. Les sols sont indispensables pour réguler l'eau douce en quantité comme en qualité. Les sols sont évidemment indispensables pour le développement des villes et des infrastructures, ce qui sera d'autant plus nécessaire qu'en 2050,
La population urbaine atteindra 70% dans le monde contre environ 50% aujourd'hui. Et pour finir, si jamais vous pensiez qu'en France, on ne manque pas de sol fertile pour assurer notre autoconsommation, je vous signale que l'empreinte sol de la consommation française de produits agricoles et forestiers n'est pas négligeable. En effet, le contenu en sol virtuel des biens importés sur la demande finale française en sol, virtuel toujours, est égal à 65%. Cela veut dire que nous importons virtuellement beaucoup de sol. Les sols, malgré les enjeux qu'ils portent, sont pourtant malmenés et il existe plusieurs causes de dégradation. Il peut s'agir de contamination, érosion, perte de matière organique, tassement, salinisation, même si la salinisation est plutôt rare en France, mais ça existe ailleurs, baisse de la biodiversité des sols, acidification, déséquilibre en éléments nutritifs, qu'il s'agisse de surplus dans le cas de l'eutrophisation ou d'épuisement, imperméabilisation, comme dans le cas des villes notamment, ou décapage des horizons des sols les plus fertiles pour construire des routes par exemple. Un bon nombre de ces dégradations pouvant aboutir à une désertification, ce qui est le stade ultime de la dégradation. Pour information, on estime qu'entre 60 et 70% des sols de l'Union européenne sont dégradés, plus ou moins fortement, hein, bien sûr, mais dégradés quand même. Passons maintenant rapidement au sujet qui vous intéresse, l'artificialisation. Rapidement, parce que j'ai vu les ordres du jour des autres formations. Les autres intervenants de cette formation vous en ont parlé ou vous en parleront longuement. Donc, je passe rapidement. Une première diapositive sur la définition de l'artificialisation des sols. Comme il a été rappelé tout à l'heure, la loi climat et résilience d'août 2021 définit l'artificialisation comme l'altération durable de tout ou partie des fonctions écologiques d'un sol, en particulier de ses fonctions biologiques, hydriques et climatiques, ainsi que de son potentiel agronomique par son occupation ou son usage. En fait, ce qu'ils appellent fonction dans la loi, c'est fonction et service. C'est un mélange des deux. L'artificialisation des sols recouvre ainsi deux dimensions. L'occupation des sols, qui correspond à la couverture biophysique de la surface des terres émergées, et l'usage des sols, qui est une description selon leur finalité socio-économique. La deuxième dimension correspond à la dégradation de la qualité des sols et donc de leurs fonctions écologiques et services écosystémiques. À ces trois dimensions, à ces deux dimensions, je rajoutais une troisième dimension, la disposition des sols artificialisés dans le paysage. En effet, selon la répartition et la densité des terres artificialisées dans le paysage, les conséquences de l'artificialisation d'une surface totale identique seront plus ou moins fortes. Je citerai trois exemples. Les risques d'inondation seront différents selon la répartition des terres artificialisées et leur densité dans le bassin versant. Les impacts sur la biodiversité seront différents aussi selon le positionnement par rapport à la trame écologique ou trame verte et bleue si vous préférez, et l'écosystème remplacé. Ou encore, les effets d'îlots de chaleur urbaine seront différents selon la taille et la répartition des parcelles artificialisées, notamment lorsqu'elles sont imperméabilisées. Une deuxième diapositive sur l'intégration des fonctions des sols dans la démarche d'élaboration des pluies. Ici, je vous présente une toute petite partie des résultats du projet MUSE, soutenu par l'ADEME et coordonné par le CEREMA. En permettant de caractériser les fonctions des sols dans l'état initial de l'environnement, la méthodologie développée dans MUSE permet d'alimenter le diagnostic territorial et de préparer les collectivités à l'atteinte du zéro artificialisation nette. En effet, si à l'horizon de 10 ans, la loi climat et résilience demande de diminuer par 2 la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers observés sur les 10 dernières années, c'est bien le ZAN, avec la définition de l'artificialisation comprenant les fonctions du sol, qui est visé à 2050. Ici,
La carte présente l'exemple d'Aix-Marseille-Provence Métropole. Les 4 fonctions des sols considérées sont la régulation du cycle de l'eau, la production de biomasse, le réservoir de carbone et le réservoir de biodiversité. Une note finale de multifonctionnalité est calculée en additionnant les notes attribuées pour chaque fonction au sol. Plus la note est haute, plus les sols sont multifonctionnels et meilleure est leur qualité. Ce sont ces sols, bien sûr, qu'il convient de préserver en priorité lors du zonage. Sur la carte, les sols en rouge sont les sols les moins multifonctionnels et ceux en vert foncé, par là, voilà par exemple, ou là, sont les plus multifonctionnels. Alors, on a le même type de méthode à une échelle plus fine, celle du projet d'aménagement urbain, avec le projet Destisol, cofinancé aussi par l'ADEME. Bon, je n'ai pas le temps de rentrer dans les détails, mais vous avez là les liens pour aller voir ces études. En conclusion, je vous dirais qu'il n'y a pas un sol, mais des sols aux caractéristiques variées, qui dépendent de facteurs naturels et anthropiques, et qui conditionnent les fonctions essentielles pour les écosystèmes qu'assurent les sols et les services indispensables rendus par les sols aux humains. Il est donc essentiel de caractériser les sols et de les cartographier, afin de bien les gérer, c'est-à-dire réduire leur artificialisation, planifier leur usage en fonction de leur qualité, les renaturer, les désimperméabiliser et adopter des pratiques limitant leur dégradation. Enfin, pour aller plus loin, n'hésitez pas à consulter la librairie de l'ADEME, je vous fais une petite page de pub, qui contient toutes sortes de documents ayant rapport avec l'artificialisation des sols. Là, je vous en ai mis quelques-uns, quelques couvertures, mais il y en a bien d'autres. Voilà, donc qui concernent tous le ZAN, hein, de près ou de loin. Et je vous signale, pour finir, l'appel à manifestation d'intérêt de l'ADEME, intitulé Vers des territoires ZAN. Il est consacré aux trajectoires et déclinaisons opérationnelles de la séquence ERC du ZAN. N'hésitez pas à répondre à l'AMI. Alors, bon, c'est vrai que c'est un peu tard maintenant, mais vous avez encore le temps. Jusqu'au 2 décembre 2021, la date a été repoussée pour le dépôt des dossiers. Je vous remercie de votre attention et j'attends avec impatience vos questions. Merci Madame Pex pour votre intervention. Ce que je vous propose, c'est de passer tout de suite au deuxième intervenant, Thomas Radoulez, et on prendra à la suite des questions. Donc, n'hésitez pas à poser toutes vos questions dans les conversations. On les notera en tous les cas et ensuite on pourra nous les poser directement à l'oral aux intervenants. Thomas, c'est à vous. Vous m'entendez? Oui, très bien. C'est bon, Oriane? Oui. Bon, bonjour à tous. Donc Thomas Redoulez, moi je suis délégué général de l'UPGE, l'Union professionnelle du génie écologique. Je vais vous présenter en quelques minutes très rapidement la filière professionnelle du génie écologique, et puis passer un peu plus de temps sur les outils que les professionnels de la filière mettent en œuvre dans le cadre du ZAN, qu'ils mettaient déjà en œuvre jusqu'à présent et qu'ils vont développer notamment suite à la mise en œuvre de la loi Climat Résilience. Alors, le génie écologique d'abord, ça c'est la définition qui est au journal officiel depuis 2015. Ce qu'il faut en retenir de cette définition, c'est que le génie écologique, il n'est pas défini par des techniques ou des milieux d'intervention, mais par l'objectif de l'action. Si la finalité, c'est de restaurer l'écosystème, d'améliorer le fonctionnement des milieux, alors on est dans le génie écologique, d'où le mot-clé qu'il faut retenir, c'est la résilience. Et donc ça comprend de nombreuses techniques issues de la foresterie, de l'agriculture, voire des terrassements, et des techniques propres aussi comme le génie végétal, toutes mises en œuvre au service de la biodiversité. Donc on est ici dans une dynamique d'adaptation, hein. Le génie écologique, c'est travailler sur les milieux naturels pour améliorer leur fonctionnement, travailler sur les fonctions écologiques dont Madame Fex a parlé juste avant. Et donc ça peut être des interventions assez lourdes, comme ici vous voyez sur le reméandrage d'un cours d'eau, avec des machines issues d'une entreprise de terrassement, et des interventions plus artisanales, avec ici des plantations sur un talus. Ici, une intervention sur la mise en œuvre de mesures de compensation écologique à côté d'une ligne à grande vitesse. Là, c'est la ligne Bretagne-Pays de Loire.
Et puis une deuxième définition pour bien caler les choses. Bon, ça c'est une définition qui n'est pas officielle, mais pour simplifier les choses, le génie pédologique, c'est préserver, reconstruire des sols fonctionnels. La filière du génie écologique, en quelques mots, c'est une chaîne de valeur classique comme pour l'ingénierie civile par exemple, hein, qui commence par la formation, le conseil, qui se poursuit avec les études, l'ingénierie et la mise en œuvre du projet. Si elle donne lieu à des travaux, du coup un chantier et derrière son suivi. Peut-être une spécificité de la filière, c'est sa dimension éminemment sociale, puisque quand on travaille sur la biodiversité, ça mobilise nécessairement de nombreux acteurs, et on travaille autant avec les paysagistes que les agriculteurs, évidemment les collectivités, les habitants sur le territoire, etc. Un mot sur l'historique des marchés quand même, c'est important puisque la filière est en pleine structuration, elle s'est développée à partir des différents leviers réglementaires qui sont mis en œuvre depuis la loi de protection de la nature de 1976. Ensuite, il y a eu différents jalons européens notamment qui ont permis l'émergence d'une filière professionnelle. Aujourd'hui, c'est un peu plus de 10 000 opérateurs et de plus en plus d'activités économiques. Les compétences de la filière, pour terminer, c'est d'abord tout ce qui sera action directe sur le fonctionnement des milieux, c'est-à-dire créer les conditions qui permettent l'émergence d'un nouvel écosystème. Alors, on ne crée pas un écosystème, évidemment, on ne fait que faire en sorte qu'en appuyant sur tel et tel facteur, l'écosystème s'oriente et prenne telle ou telle trajectoire. Restaurer les milieux, réhabiliter telle et telle fonction ou faire de la gestion sur le long terme. Et puis la deuxième dimension des actions de nos adhérents, qui sont bureaux d'études et entreprises travaux, ce sera de travailler à l'échelle des territoires. L'UPGE en 30 secondes, voici les adhérents qu'on regroupe, essentiellement des PME, mais de plus en plus des grands groupes aussi. Bon, c'est important d'avoir ça en tête parce que la filière est encore jeune, mais comme je vous le disais, en pleine structuration pour suivre le développement des marchés. Et donc, ce qui était essentiellement, jusqu'à il y a 5 ans, un regroupement d'entreprises spécialisées, que ce soit travaux ou études, aujourd'hui, le paysage a légèrement changé puisque de grands groupes se positionnent sur ces marchés, qu'ils soient au niveau des études, hein, des grands bureaux d'études ensembliers et des entreprises de travaux publics et autres aménageurs. Notre mission, c'est structurer la filière du génie écologique, hein, donc animer un réseau, représenter la filière auprès des institutions au niveau national et en région, et travailler sur tout ce qui sera filière et compétences. Hein, filière et compétences, donc développer des formations initiales continues, des outils de qualification qui permettent de reconnaître les compétences des entreprises, etc. Pour que, en particulier, les maîtres d'ouvrage puissent identifier quelles entreprises sont compétentes et lesquelles donc ne le sont pas. Et voici un certain nombre de thématiques sur lesquelles on travaille, mais je passe vite, hein. Vous voyez, des thèmes assez transversaux, assez classiques, avec une structuration en région également. Un de nos groupes de travail qui nous a amené aussi ici sur cette intervention aujourd'hui, c'est sur la planification des enjeux écologiques qui tient à cœur à nos adhérents pour la bonne raison qu'aujourd'hui, et de moins en moins, mais c'était encore le cas jusqu'à il y a peu, les enjeux écologiques ils sont essentiellement intégrés à l'échelle des projets, hein, au cas par cas. Il y a ça change et ça change vite, mais il y a encore quelques années, il y avait peu d'anticipation. Et donc le maître d'ouvrage qui arrivait avec son projet, il devait fonctionner à l'opportunisme, essayer de trouver un espace où s'installer correctement, ne pas avoir trop d'impact écologique et sur la gestion de la compensation écologique, hein, s'il avait des impacts résiduels, eh bien, il travaillait à l'opportunisme encore une fois et en essayant de trouver du foncier ici et là. En travaillant à l'échelle du territoire, évidemment, on gagne en cohérence et en efficacité. Donc, un gros enjeu que nos adhérents ont identifié, de travailler à l'échelle des territoires autant que possible. Et donc, on a des dynamiques portées avec l'ADCF, la Fédération nationale des Scots, le ministère de la Transition écologique et l'OFB, l'Office français de la biodiversité, pour organiser un séminaire national qui se tiendra a priori le 8 mars prochain à Paris, pour mettre en avant ces sujets biodiversité au sein des différentes dimensions de l'action publique locale, hein, essayant d'être très transversal et de toucher les préoccupations quotidiennes des élus. Et une vidéo qu'on essaie aussi de produire en ce moment, qui est bien partie avec l'OFB. Voilà.
J'en viens au génie écologique et au zéro artificialisation nette, sur lesquels les outils que l'on peut déployer sont sur deux échelles, encore une fois, la planification, hein, préserver, gérer les enjeux écologiques au niveau des territoires, et le projet, en travaillant à réduire les impacts, les éviter d'abord, les réduire ensuite, et les compenser si nécessaire. Et dans le cadre du ZAN, ça signifie voilà, travailler bien sur ces deux échelles au niveau du projet de territoire, sur la séquence éviter, réduire, compenser, qui en fait sera de fait appliquée sur le ZAN aussi. C'est identifier les secteurs à fort enjeu. Hein, Madame Fex a pu nous présenter une carte tout à l'heure des sols qui étaient multifonctionnels. C'est bien ça, essayer de voir quelles sont les ressources à préserver, hein, puisqu'on est bien sur une ressource non renouvelable à l'échelle d'une génération humaine. Et puis mutualiser derrière, alors là j'ai mis compensation écologique, mais ce sera pareil pour les projets de désartificialisation, hein, ou renaturation. Et tout ça se fait à l'échelle d'un territoire nécessairement si on veut être efficace. Et puis réparer aussi, une fois qu'on a essayé d'être cohérent au niveau du territoire, il n'empêche qu'il faut continuer à vivre, à développer des projets, à aménager, à le faire le mieux possible, mais ça supposera forcément de travailler soit sur les friches urbaines, soit à désartificialiser des zones économiques sans déshérence, par exemple, et donc travailler sur la création d'écosystèmes, hein, encore une fois créer les conditions qui permettent l'émergence de nouveaux écosystèmes ou en restaurer d'anciens en travaillant sur la création de technosols, des sols fonctionnels à travers le génie pédologique, le génie écologique. Et puis réhabiliter des fonctions, reperméabiliser, hein, ou désimperméabiliser et travailler sur la trame brune. Hein. Donc je pense que vous connaissez pour la plupart la trame verte et bleue qui s'intéresse aux corridors et réservoirs écologiques pour les espèces animales au niveau supérieur en fait. La trame brune, c'est équivalent, mais pour les sols. Un technosol, c'est un sol qui est construit par l'homme. Madame Fex pourra peut-être nous préciser ça davantage. Je passe donc sur les deux dimensions. D'abord, l'échelle de la planification, pour lesquelles aujourd'hui, sur le ZAN, on est encore en pleine expérimentation. Alors, de mon côté, un UPGE, en sollicitant mes adhérents, je vois aujourd'hui deux projets en particulier. Donc, l'AMI, dont a parlé Madame Fex, sur l'opérationnalité du ZAN, du zéro artificialisation nette, et qui est en cours. Et peut-être un territoire qui nous paraît pionnier, qui est celui de Lyon, avec le SCOT CEPAL, qui a lancé actuellement là, un projet démonstrateur pour la prise en compte de la fonctionnalité des sols. Et au niveau de nos travaux à nous, hein, pour essayer d'apporter notre pierre à l'édifice, on travaille sur deux cas, deux éléments de méthode. La première, c'est sur un cadre méthodologique sur la trame brune, hein, qui aujourd'hui n'existe pas vraiment. Ce qui nous intéresse, nous, c'est de pouvoir proposer à nos adhérents, bureaux d'études, un cadre partagé de définition d'abord et ensuite de mise en œuvre, d'identification de cette trame brune. Donc ça, c'est en cours d'homogénéisation chez nous. On devrait sortir quelque chose à la fin de l'année 2021 pour proposer donc ce premier cadre partagé, cette première référence méthodologique à nos adhérents. Et deuxième volet, c'est une méthode pour intégrer les fonctions des sols à l'ERC. Donc ça, pour le coup, c'est quelque chose qui aujourd'hui se fait encore peu. Hein, et donc on essaie de produire pareil, un référentiel partagé. Vous voyez la colonne blanche à droite sur les indicateurs. On a essayé de réduire au minimum le nombre d'indicateurs. Alors là, on a mis tous ceux qui nous paraissaient utiles. Peut-être qu'on peut finalement se concentrer sur 4 ou 5 d'entre eux. Bon, ça reste à voir. L'idée, c'est de pouvoir avoir une méthode pour réellement intégrer les fonctions des sols dans les aménagements, au niveau des projets, mais aussi, bien sûr, au niveau de la planification, en essayant d'être réaliste, hein, en s'intéressant peut-être aux 3-4 indicateurs qui sont réellement aujourd'hui et qu'il est réellement possible de mettre en œuvre à des coûts qui sont raisonnables pour piloter derrière l'aménagement et identifier les sols les mieux fonctionnels et donc à préserver. Pour ce qui est des travaux à l'échelle des projets, donc ça c'est un projet CITER qui est porté par Plantes et Cités, qui permet de travailler sur les formulations de mélange, parce que restaurer des sols, recréer des sols, des technosols, eh bien ça se fait pas comme ça. Ça suppose d'avoir une vraie ingénierie, de trouver les bons matériaux évidemment, mais surtout d'avoir les bonnes formulations.
un projet qui a été financé par l'ADEME également, le projet Biotube, avec un bureau d'études de chez nous et d'autres acteurs, à Lyon notamment, pour essayer d'identifier les bons procédés, bons processus qui permettent de recréer des sols réellement fonctionnels, avec un suivi approfondi des caractéristiques des différentes fonctions des sols. Et puis quelques projets que je vous ai sortis pour illustrer ce qui se fait déjà, hein, puisqu'il y a déjà des projets un peu partout qui sortent depuis quelques temps déjà. Ici à Lyon, avec la création d'une plateforme de valorisation de matériaux, l'idée c'est que les sols, qui encore une fois sont une ressource précieuse, ne sortent pas du territoire, déjà parce que c'est cher, mais ensuite parce qu'on veut préserver cette ressource, donc réutiliser des terres excavées et les réutiliser en les mélangeant à d'autres matériaux comme des déchets verts, etc., pour recréer des sols qui fonctionnent. Ici, un parc à Toulouse, avec un sol qui était dégradé et pollué, une restauration à travers des techniques de génie écologique et génie pédologique. Ici, un projet à Lyon également, hein, on part d'un sol pollué pour arriver à un parc à travers la reconstitution de substrats. Ici, une zone à Strasbourg avec un gros effort d'économie circulaire. Donc, pas de terre excavée, profonde hein, ou superficielle, donc terre minérale ou végétale, qui ne sortent du site, hein, et la production des terres fertiles nécessaires à l'aménagement final se font à partir des terres excavées profondes, donc des limons profonds, hein, des terres minérales, auxquelles euh, les éléments nécessaires pour les rendre fonctionnels sont ajoutés si nécessaire. Un projet à Caen également, hein, donc gestion des terres excavées en économie circulaire qui permet une économie significative. Encore une fois, c'est intéressant en termes écologiques et économiques. Et des projets qui sont portés au niveau des établissements à Marne et à Saclay en Île-de-France, avec l'objectif de démontrer la faisabilité de la production de terres fertiles à partir de limons profonds, hein, ce qu'on a déjà vu dans d'autres opérations, et de démontrer la faisabilité de mise en œuvre d'une économie circulaire, d'une réelle filière économique qui se développe sur le territoire et qui empêche l'enfouissement des terres végétales qui fonctionnent bien, hein, qui peuvent être moins chères parce qu'elles ne sont pas polluées, donc ça c'est un vrai problème, alors que les utiliser c'est plus compliqué, mais en fait c'est plus compliqué parce qu'on n'a pas l'habitude de le faire. En développant des projets comme ça, en réalité on se rend compte que c'est bénéfique sur tous les piliers économiques et écologiques. Voilà pour ma part, j'ai terminé. Merci Thomas. Nous avons un peu plus de 20 minutes pour un échange. N'hésitez pas à poser vos questions. On va commencer avec une première série de questions sur la planification. Alors, une question, donc à l'échelle d'un PLUI, quel niveau d'étude de sol est-il pertinent de réaliser? La question, c'est l'équilibre entre suffisamment précis pour que ça puisse en effet délimiter les terrains à préserver, compte tenu de l'échelle d'intervention. Une autre question, comment intégrer ces enjeux à l'échelle d'une OAP pour inciter aux renaturations? Et une troisième question dans cette série, à quelle échelle peut-on travailler la trame brune? Je vous laisse l'un ou l'autre répondre comme vous souhaitez. Vous m'entendez? Oui, très Oui, bien. oui. Bah, concernant l'outil Muse, j'ai vu qu'il y avait des questions sur Muse, sur l'outil. Le projet Muse est pas tout à fait terminé. Là, on attend les rapports finaux pour la fin de l'année. A priori, l'outil Muse devrait être en libre accès. Et des guides seront fournis à la fin du projet Muse pour l'utilisation des guides méthodologiques. Et il est également prévu que dans le rapport final, il y ait aussi ce qu'il faudrait comme formation, etc. Enfin, pour former sur l'outil Muse. Et du coup, suite à Muse, je pense qu'il y aura, on devrait programmer, enfin, on va voir comment ça va se faire, mais programmer enfin, c'est pas encore programmé à ce jour, mais c'est prévu. Des formations sont prévues, quoi.
Après, il y avait une question sur l'échelle du pluie. Quel niveau d'étude de sol est-il pertinent de réaliser? Bah, à l'échelle d'un pluie, et donc bah, ça va dépendre de la taille de la communauté de communes ou de l'agglo, quoi. Enfin, a priori, je dirais qu'une cartographie des sols et des fonctions du sol au 100 millième ou au 50 millième devrait convenir. Après, ça dépend de la taille, hein, toujours, hein. Par contre, pour un plus, on peut avoir besoin d'aller au 10 millième. Ça va dépendre. Quant au SRADET, n'est-il pas l'un de ces documents? Alors je sais pas, j'ai pas tout à fait compris la question, mais en tout cas, il me semble que faire une carto des fonctions du sol pour le ZAN à l'échelle du SRADET est une première étape pour moi, effectivement. Et là, on a besoin d'être beaucoup moins précis, c'est juste pour avoir les grandes lignes. Et là, pour le coup, le 250 millième suffit largement. Et or, il faut savoir que le 250 millième, la carte en tout cas des sols, dont on peut dériver la carte des fonctions des sols, mais en tout cas, la carte des sols, elle est faite au 250 millième sur elle est quasiment terminée sur l'ensemble de la France. Donc, le SRADET, on peut le faire dès aujourd'hui. Voilà. Après, intégrer Bien, ces enjeux. merci. Et donc, on va prendre J'ai pas compris. une question. Peut-être pas Oui, pour oui, moi. je vais reformuler les questions en tous les cas. Il y avait plusieurs questions. Peut-être, Thomas, vous m'aviez parlé sur la question de la trame brune. Donc, en effet, à quelle échelle on peut la travailler? J'en profite pour rajouter aussi quelques questions qui vous sont adressées, notamment est-ce que vous travaillez à l'utilisation de plantes qui éliminent la pollution? Également une question sur la pollution et la dépollution. Jusqu'à quel point la dépollution est-elle poussée? Et quel est le curseur mis dans les différents projets de réhabilitation des sols? Alors, pour répondre à la première question sur la trame brune, Madame Fex y a répondu pour un ordre d'idée de précision sur les PLU, IPLU. Et ce qui nous intéresse, nous, c'est que ce soit un outil qui soit réellement opérationnel au niveau des projets, et ça suppose qu'il y ait une vision au niveau de la planification, qu'il puisse permettre réellement d'éviter, hein, donc d'identifier et protéger les sols qui peuvent ne subir aucun impact en amont, parce qu'ils sont particulièrement précieux, fonctionnels, réduire à l'échelle du projet sur le site, donc réutiliser les sols déplacés autant que possible, et puis derrière compenser avec le réemploi hors site de matériaux voilà, désartificialisés quand il a été nécessaire d'imperméabiliser dans le cadre du projet. Donc, ce qui est réellement utile, c'est que ce soit opérationnel au niveau de la planification et qu'on puisse le décliner évidemment à l'échelle du projet. Pour ce qui est des plantes qui permettent de dépolluer, oui, il y a certains de nos adhérents qui travaillent à la phytoremédiation. Phytoremédiation qui permet davantage, il me semble, de fixer les polluants que de réellement les extraire, hein. L'idée, c'est, je crois qu'on a une image de certaines plantes qui peuvent extraire les polluants qu'on peut ensuite récolter et les extraire à côté. Bon, la plupart du temps, je crois que la phytostabilisation, c'est déjà une bonne chose et ce qui permet de traiter le polluant sur un temps long nécessaire. Et pour ce qui est de la dépollution, bah, ça dépend des normes. Euh, Enfin, ce sont des normes qui sont fixées, donc là, c'est pas nous qui fixons le curseur là-dessus. Le curseur, il va être fixé en fonction de l'usage des sols, en fait. Selon que vous mettez Hmm. un parking, un parc urbain ou une maison avec un jardin ou enfin voilà, ou des bureaux, bah, vous aurez pas le même, enfin le curseur sera pas au même niveau, quoi. On va pas Hmm. exiger le même degré de dépollution ou en tout cas Hmm. de mise en sécurité. Enfin, c'est comme vous le dites, hein, il n'y a pas de solution. Enfin, en tout cas, pour un certain nombre de. Enfin, ça dépend des polluants, en fait. Il y a des polluants qui sont dégradables qu'on peut complètement dépolluer, hein. Il y a même certains, enfin, pour un certain nombre de polluants organiques, on peut complètement dépolluer certains sites. Par contre, pour d'autres polluants, comme enfin, les plus persistants, comme les métaux lourds ou d'autres polluants organiques persistants, et c'est pas possible de complètement dépolluer un site. Donc, on va vraiment déterminer. Selon l'usage du site, le degré de polluant qui permet, d'avoir un site relativement sécure pour la santé humaine. En général, quand c'est des sites pollués, c'est par rapport à la santé humaine. C'est rare qu'on ça arrive, mais c'est rare qu'on aille, protéger
la biodiversité en tant que telle. On va plutôt protéger la santé humaine. Bon, après, ça arrive, mais c'est plus rare. Et sur la question qui vient de passer, là, si c'est nécessaire de mettre en œuvre des études pédologiques pour réaliser sur la planification, quoi, hein, eh bien, je dirais que ça dépend de l'ambition, mais de manière générale, une analyse bibliographique, évidemment, c'est essentiel et ça permet d'apporter souvent des réponses assez macro. Ensuite, apprécier avec une analyse cartographique et des analyses pédologiques, soit ponctuelles, soit plus systématiques, permettent évidemment de préciser largement les choses. Donc, je dirais que ça dépend du degré d'ambition. Alors, on avait également une question un peu plus tôt sur les projets agricoles, comment ça peut se décliner pour les projets agricoles. Je ne comprends pas la question en fait. Alors, si la personne peut en effet le préciser, on pourra y répondre dans un prochain tour. Et en attendant, Alors, peut-être juste une précision sur le degré d'ambition et celui qui est attendu par l'État dans le cadre de la loi. Aujourd'hui, on ne le sait pas puisque les décrets d'application ne sont pas sortis avec les différentes nomenclatures qui sont en cours de discussion au niveau des ministères. Donc ça, on ne sait pas pour le moment. C'est en cours de précision. alors, nous avons des questions aussi sur les coûts. Combien coûtent des sondages pédologiques? Et une autre question, n'est-il pas trop coûteux d'envisager des renaturations de sols artificialisés? Alors, le projet Muse, on leur a posé cette question, c'est de bien inscrire, enfin de bien dire combien coûte, par exemple, pour un pluie, c'est quoi le coût justement d'aller regarder, de faire la cartographie des fonctions du sol, de la multifonctionnalité des sols. Donc ça, je n'ai pas encore la réponse aujourd'hui. Enfin, j'ai des vagues réponses, mais pas complètes. Donc je préfère pas vous les donner aujourd'hui parce que je préfère pas vous donner des choses dont je suis pas absolument certaine. Mais en tout cas, le rapport final de Muse, lui, il sera disponible dans la librairie de l'ADEME dès qu'il sera sorti. Et dedans, vous aurez les coûts, justement. Voilà, les coûts d'une cartographie pour un pluie, pour un plus, etc. Je vois aussi une question sur où trouver la carte au 250 millième. Donc, soit sur le site du groupement d'intérêt scientifique Sol, du GIS Sol. Donc, vous tapez GIS Sol, cartographie Sol, enfin, vous devriez tomber dessus sans problème. Ou sur le géoportail de l'IGN, comment dire, la couche pédologique y est. Alors, c'est la cartographie des sols, c'est pas la cartographie des fonctions du sol. On va dériver les fonctions, la multifonctionnalité, etc., les fonctions du sol à partir de cette carte-là. Donc, il y a un petit travail en plus, mais en tout cas, les cartes sont disponibles en ligne ou vous pouvez aussi les acheter papier, quoi. Et sur la question si c'est pas trop coûteux d'envisager la renaturation de sols artificialisés, je ne sais pas si j'ai bien compris la question, mais en tout cas oui, et ça c'est sûr que c'est cher désimperméabiliser, c'est cher, si c'est nécessaire de dépolluer également, recréer un sol fonctionnel aussi. Donc évidemment, ce qu'il faut, c'est d'abord éviter, évidemment, mais ça c'est bien de le redire. Enfin, ensuite, est-ce que c'est trop cher? Je ne sais pas, mais ça ce sera finalement au projet qui artificialise d'en prendre les coûts. Donc c'est ce qui permettra de faire, de sentir aussi l'utilité du projet. Est-ce qu'il est capable de prendre en compte ses coûts? Oui, non. Bon, bah, ça répondra à la question. Je suis complètement d'accord. Il est toujours plus coûteux il vaut mieux prévenir que guérir, hein. Il est toujours plus coûteux de guérir que de prévenir. Et ça, c'est évident. Et c'est pour ça que la séquence ERC est importante pour l'artificialisation, comme pour n'importe quoi d'ailleurs, pour la pollution de l'environnement, pour la dégradation des écosystèmes ou je ne sais quoi. Enfin, c'est toujours plus coûteux, hein, de guérir. Donc, effectivement, il faut d'abord éviter d'artificialiser quand c'est pas forcément nécessaire. Des fois, il y a ça arrive quand même régulièrement. Je dis pas toujours, hein, évidemment, pas non plus souvent, mais ça arrive
de temps, enfin, ça arrive que un projet soit surdimensionné. Et du coup, voilà, s'il est mieux dimensionné, déjà, on peut déjà éviter une partie de l'artificialisation. Ensuite, on peut effectivement réduire les impacts de cette artificialisation. Il y a des tas de choses qu'on peut faire. Et ce n'est qu'à la fin qu'on compense. Parce que forcément, compenser, ça va être beaucoup plus coûteux. Donc, mais voilà. Oui, oui, forcément, c'est coûteux, mais il vaut mieux réduire. C'est pour Pour ça la, qu'on insiste pour réduire, parce que voilà, pour la pour éviter même. désimperméabilisation, je crois que le rapport de France Stratégie Mm. de 2019 estimait ça à plusieurs centaines d'euros le mètre carré, hein, pour désimperméabiliser. Donc c'est Oui, cher. oui, c'est cher. Ouais. Et donc, quand là, on a bien compris qu'il fallait quand même appliquer la séquence ERC, mais sur la base des sols artificialisés, est-ce qu'on peut considérer que tous les sols artificialisés peuvent être renaturés? Oui, je pense. Après, c'est une histoire de coût et de difficulté de la mise en œuvre. Et puis, bah, ça Je dépend crois, aussi de l'ambition de la renaturation. On va aller plus ou moins loin dans la renaturation. Madame Fex, vous me compléterez, mais par exemple, dans le projet Biotube, l'objectif, c'était de partir de l'existant, hein. C'était essentiellement, je crois, une dalle de béton, si je me souviens bien, pour une part en tout cas, avec en fait le travail qui consiste d'abord à trouver la bonne granulométrie, en fait, détruire la dalle et faire en sorte que les éléments minéraux soient de bonne taille, et voir s'il est nécessaire ou non d'ajouter d'autres matériaux organiques d'abord, et également de la vie, des champignons, des bactéries, des plantes. Et voilà, donc je crois que la conclusion de ces travaux, mais Madame Pex, vous me compléterez, c'est, il me semble que grosso modo, on sait reconstituer un sol fonctionnel à partir de n'importe quel matériau, à partir du moment où ils ne sont pas pollués, hein, évidemment, parce que si la pollution est là, elle restera ensuite. Parfois, il est nécessaire de rajouter de la matière organique, mais la vie est très puissante et fait bien les choses. Après, c'est cher, et en fait, ce que l'on fait en quelques années, sinon il faudrait des siècles pour le faire, quoi. Après, voilà, selon effectivement le degré de dégradation, enfin, la gravité, si c'est très imperméabilisé, qu'on a en retiré, décapé la couche fertile avant enfin voilà, etc. Si c'est pollué, etc. Ça va être plus ou moins compliqué à refonctionnaliser, mais on peut le faire, hein. Ça va être plus ou moins cher, plus ou moins compliqué. Après, pour retrouver un, s- pour retrouver un sol fonctionnel, ça on sait faire, comme vous l'a montré, comme ça vous a été montré. Euh, on peut le faire, hein. Ça, on peut recultiver des plantes sur peut-être pas n'importe quel matériau, mais bah, il faut regarder CITER, hein. CITER, c'est un projet aussi qui a été cofinancé par l'ADEME, CITER 1 et CITER 2 d'ailleurs. Et, et effectivement, il montre justement la méthodologie pour savoir quels sont les matériaux qui sont utilisables pour reconstruire des sols fertiles. On ne peut pas quand même faire tout et n'importe quoi. Mais en tout cas, il y a des tests, par exemple des cotox, on va aller regarder des analyses des matériaux pour savoir. Et puis il y a même un premier tri qui est fait, ne serait-ce que sur si c'est un déchet dangereux ou pas, enfin, etc. Donc il y a toute une méthodologie qui dit quels sont les matériaux utilisables pour reconstruire un sol. Donc bon, effectivement, on peut faire des sols avec un peu et tout et n'importe quoi, mais pas tout à fait quand même. Et après, ça va être plus ou moins compliqué. Après, on va avoir un sol fonctionnel, hein, sur lequel on va pouvoir faire pousser des arbres ou des gazons. Néanmoins, pour retrouver un sol, le sol naturel qui aurait été là s'il n'y avait pas eu les dégradations au préalable, il va falloir quand même pas mal d'années. Mais on remarque quand même, parce qu'on a eu aussi des thèses et d'autres travaux de recherche avec pas mal de labos en France, qui ont montré que si autour, même sans intervention, effectivement, comme la nature fait bien les choses, enfin, c'est ce que vous veniez de dire, mais ou à peu près, heu, s'il y a, par exemple, autour, suffisamment de biodiversité, ça peut être, des bosquets, des parcs, ou des haies et cetera, ou des gazons, des jardins à côté, et ben, les organismes du sol vont revenir assez rapidement,
reconquérir, recoloniser en fait, les sols Mmh. et reconstituer, une biodiversité du sol, qui va augmenter avec les années et les sols vont se différencier, enfin les horizons du sol vont se différencier et ça se fait ça démarre très rapidement. Dans les mois qui suivent, l'installation d'un sol reconstitué ou la renaturation du sol, ça s'installe très rapidement et puis ça dure, mais après des dizaines, des centaines d'années. Et je me permets juste de prendre la parole peut-être pour faire passer un message, c'est peut-être le message principal que mes adhérents voulaient que je fasse passer, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas la culture de la préservation des sols. Et en fait, quelque chose que les collectivités peuvent réellement impulser, ce sont les dernières démarches que j'ai présentées avec des outils d'économie circulaire qui sont mis en place à l'échelle du territoire, sur les différents projets d'aménagement, où des plateformes sont proposées pour que le sol ne disparaisse pas et ne soit pas enfoui, parce que c'est pas cher d'enfouir du sol qui n'est pas pollué. Et en fait, c'est vraiment absurde par rapport à la richesse que ça représente. Et donc aujourd'hui, voilà, c'est peut-être ça le principal message et une vraie échelle sur laquelle les collectivités ont un levier, hein, peuvent vraiment impulser voilà, des plateformes territoriales pour valoriser les matériaux terreux. Alors, nous avons d'autres questions, toujours sur la planification. Est-il possible d'imposer la renaturation sous forme de règles d'urbanisme dans un PLU? Et une autre question sur le retour d'expérience du SCOT de Lyon. Comment cela a-t-il été traduit réglementairement? Est-ce qu'il y a eu zonage, préconisation, recommandation ou autre? Je vous laisse, répondre sur, le SCOT de Lyon. Je le connais pas vraiment donc Alors, pour ce qui est du SCOT de Lyon, hein, on en est au tout début en réalité. C'est une expérimentation qui est en cours et je crois on est au stade de l'appel d'offres, hein. Donc en fait, il prend un petit peu d'avance, si je comprends bien, sur l'AMI qui est porté par l'ADEME en lançant lui-même son propre appel d'offres qui a le même objectif. Mais donc, il y a pas de, ça n'est pas encore mis en œuvre. Donc je sais pas comment ça se traduit réglementairement, si c'était ça la question, mais je sais pas répondre à la question, ouais. Et sur l'autre question, donc est-il possible d'imposer la renaturation sous forme de règles d'urbanisme? Est-ce que vous avez des éléments là-dessus? heu, je sais pas, je vous avouerai. Je préfère pas vous dire de bêtises. Après, Est-ce la que renaturation, si je ne me trompe pas, elle sera de toute façon imposée à l'échelle du projet à l'aménageur, il devra suivre la séquence ERC pour les sols Merci. à travers le ZAN. Donc, La en compensation. réalité, ouais, c'est ça, il devra compenser les espaces artificialisés. Et après, le rôle de la planification, ce que j'en comprends, c'est davantage de mettre de la cohérence, hein, de flécher vers les espaces sur lesquels il est pertinent de désartificialiser, et de bien identifier les espaces qu'il ne faut pas toucher, qu'il ne faut pas dégrader. Donc l'obligation se fait à l'échelle du projet, je crois comprendre, alors que le pilotage, lui, se fait à l'échelle de la planification, la mise en cohérence, la mutualisation, et cetera. Et peut-être quelque chose qu'on n'a pas trop dit, c'est vraiment cet intérêt, hein, de mutualiser pour tout ce qui est enjeu écologique. Quand chacun fait les choses dans son coin, on se retrouve avec un patchwork de mesures de compensation ici et là qui sont sans cohérence et qui sont difficiles à suivre, alors que quand on mutualise, on obtient des effets d'échelle, c'est Mmh. plus facile à suivre, c'est plus cohérent et ça donne des résultats écologiques qui sont bien meilleurs. Oui, complètement. Ça permet d'avoir des sites de compensation plus gros, plus cohérents, mieux placés dans le paysage, mieux, enfin, par exemple, par rapport à la trame verte et bleue ou enfin, voilà, ou par rapport, si on a envie que ça participe, au rafraîchissement des îlots de chaleur, si c'est mieux enfin, il y a quand même des emplacements. C'est ce que je vous disais tout à l'heure sur, la définition de l'artificialisation sur la troisième dimension. Heu heu le système de compensation tel qu'il existe aujourd'hui pour la compensation écologique, elle est aujourd'hui, elle marche pas bien en fait. On se rend compte que la plupart des compensations ne sont pas très efficaces et Mmh. voilà et effectivement, moi je suis complètement d'accord. Je pense que la mutualisation, c'est la solution. Et plutôt que d'avoir plein de petits projets, mis là où on peut et cetera, pas forcément, bien conçus, il vaut mieux mutualiser sur des
projets de compensation, des sites de compensation alors mieux planifiés dès le départ, c'est-à-dire qu'effectivement, qu'on dise au travers du SCOT, là où c'est le plus intelligent d'aller compenser, les endroits où il y a vraiment des besoins de renaturation et donc où on pourrait compenser. Effectivement, donc plutôt voilà. Et puis où on peut faire des économies d'échelle, où ça va être voilà. Donc je pense qu'effectivement, je suis complètement d'accord avec ce que vous venez de dire. Alors, Philippe Schmitt souhaitait réagir également. Oui, pardon, je vous remercie. Je me permets de m'inviter dans le débat simplement parce que je trouve qu'il faut être un petit peu prudent sur la manière dont on parle aujourd'hui, là, au cours de ce webinaire, des notions de ERC sur le ZAN. On voit bien que le ZAN, c'est une notion d'équilibre, de balance, mais particulièrement dans la planification. Voilà, on veut qu'il y ait une neutralité à l'échelle des documents sur ce qui va être ouvert à l'urbanisation et ce qui pourra être renaturé. On n'est pas aujourd'hui, me semble-t-il, dans un système ERC de compensation établi. Voilà, il y a encore des choses à définir et d'aucuns s'émeuvent de l'idée qu'il puisse y avoir cette notion de compensation avec un marché de compensation qui se superpose au marché foncier. Je ne sais pas si je suis clair, enfin j'espère l'être à peu près. La question, par exemple aussi, il ne faut pas oublier qu'on aura dans 15 jours le webinaire spécifiquement consacré aux enjeux sur le ZAN appliqué au SCOT et au PLU. Donc le webinaire qu'on va consacrer spécifiquement à la planification. Je reviens parce que je vois pas mal de questions qui tournent autour de mais qu'est-ce que ça veut dire inscrire dans un PLUI ou un PLU des zones à renaturer. En fait, je pense qu'il est difficile de répondre de manière globale à cette question-là. Il y a des terrains à renaturer qui pourront très bien être remis en N ou en A, sachant, je le rappelle, que le PLU, il fixe des règles, mais il ne peut pas contraindre à faire. Hein, c'est ça, faut bien qu'on le garde en mémoire. Et il se peut très bien qu'il y ait des terrains qui soient aujourd'hui urbanisés, qu'on va y remettre dans un giron agricolo-naturel. Donc là, j'en profite pour reposer une question à nos deux spécialistes des sols. Est-ce qu'on peut renaturer à des fins de production agricole? On voit beaucoup de renaturation à des fins d'espaces récréatifs, mais voilà, est-ce qu'on va pouvoir renaturer à des fins de production agricole? Et je finis juste sur le PLU. Évidemment, on sait très bien qu'il y a beaucoup de renaturation qui vont se faire à travers des OAP, des orientations d'aménagement et de programmation sur des zones, et que il est peu probable qu'il y ait des grosses masses entières qui soient renaturées, mais que la renaturation, elle s'opère par morceaux dans des opérations d'aménagement. Voilà, donc ce sera beaucoup, me semble-t-il, sur la renaturation à travers les OAP dans les PLU. Mais autour de ces sujets-là, d'abord, on pourra en reparler dans 15 jours. Et je sais que c'est l'heure de conclure, Oriane, mais on pourra en reparler dans 15 jours. Ça fait une transition vers la conclusion. Et il y a encore aussi beaucoup de questions en suspens. Voilà. Et donc, et notamment sur cette notion de compensation, j'ai trouvé que vous l'utilisiez, je me permets de le dire, c'est évidemment pas une critique, c'est avec beaucoup de gentillesse, mais j'ai trouvé que vous l'utilisiez avec une certaine évidence qui, de mon point de vue, n'est pas établie. Voilà. Alors, je suis d'accord, ce n'est pas établi aujourd'hui. Comme on l'entend, oui. Pas comme on l'entend pour la biodiversité. En tous les cas, ce sont des travaux en cours. Oui. Voilà, donc ça, je suis d'accord avec vous. Moi, je présente ce que je pense devoir être. Mais effectivement, aujourd'hui, ce n'est pas établi. On attend effectivement les déclinaisons de la loi. Mais nous, à l'ADEME, on participe aussi, on aide le gouvernement à établir les lois et à établir leur déclinaison, la mise en œuvre, etc. Donc là, on est en train d'écrire une note. Alors, bon, je suis un petit peu en retard parce qu'à force d'accepter des formations et des interventions à droite à gauche, je vous remercie. pendant ce temps-là, je ne fais pas mon boulot, mais enfin mon autre boulot en tout cas, qui est d'écrire cette note. Donc on a une note notamment sur la séquence ERC qu'on doit écrire et sur ce que nous on voit dans la séquence ERC appliquée à l'artificialisation. Parce qu'effectivement, c'est absolument pas la même chose que l'ERC appliqué à l'écologie. Et je suis d'accord avec vous. Oui. Et effectivement, c'est en devenir. Alors, c'est vrai que j'ai toujours tendance à parler du futur comme si c'était déjà le présent, parce que pour moi, j'y suis déjà.
Je suis déjà en train d'écrire. Je vous prie de Oui, m'en mais je pense excuser, qu'il faut être mais vous avez très raison prudent, d'être prudent. Et très effectivement, prudent dans nos rien n'est écrit expressions aujourd'hui. là-dessus. Rien n'est écrit aujourd'hui. Absolument. Alors, après, sur est-ce qu'on peut renaturer pour rendre un sol à l'agriculture, voire même à la forêt? Oui, je pense que oui. Mais rien n'est écrit. Alors, il est temps de conclure le webinaire. Donc, un grand merci, Madame Fex-Monsieur pour avoir accepté d'intervenir. Vous aurez en tous les cas le replay disponible sur le site du CNFPT et sur la chaîne YouTube d'Intercommunalité de France. Et on se retrouve en tous les cas dans 2 semaines pour aborder la question du ZAN dans les documents d'urbanisme. Merci à tous. Au revoir. Au revoir et merci. Et bonne formation. Merci Au et revoir. merci de votre dévouement de passer du temps avec le CNFPT et ADCF Intercommunalité de France.